Bienvenue à tous. Merci aux personnes connectées. Merci d'être nombreux avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Hélène Pagès, directrice du développement chez Open, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire « Naviguer dans l'ère digitale en santé, réinventer le parcours patient ». Nous allons aujourd'hui ensemble définir les enjeux des avancées du digital en santé et se projeter ensemble dans le parcours patient futur. Les questions qu'on se pose, c'est aujourd'hui, on pousse la digitalisation au maximum. À quelle part d'automatisation peut-on s'attendre sur les parcours en santé? Quels sont les enjeux organisationnels associés? Et en pratique, quels bénéfices pour les patients et pour les professionnels? Est-ce qu'on améliore vraiment l'expérience patient et la qualité de vie au travail avec cette nouvelle approche? En préambule, je rappelle que ce webinaire s'adresse principalement aux professionnels de santé, soignants, administratifs et divers profils, qu'une séance de questions-réponses est prévue en fin de présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire via le système de chat. Les micros et caméras de tous les participants sont coupés. Et enfin, ce webinaire est enregistré et un replay sera disponible. Donc, je suis ravie d'accueillir avec nous et de vous présenter nos invités. Il nous en manque un qui est en cours de connexion, mais je peux déjà vous présenter le docteur Camille Geoffrey, chirurgien à l'Institut Paoli-Calmettes et aussi référente sur les applications de portail patient au sein de l'Institut Paoli-Calmettes. Médecin référent du département de la transformation numérique, docteur Geoffrey qui nous fait le plaisir d'être là entre deux interventions. Monsieur Laurent Carmugic, qui devrait pas tarder à nous rejoindre, directeur des services numériques au centre hospitalier régional Metz-Thionville. Monsieur Éric Jean Sala, patient expert, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour porter le point de vue des patients. Bonjour. Et enfin, le docteur Céline Auron, médecin et directrice de l'innovation et de l'expérience patient chez Open. Bonjour. Donc, au sommaire, nous allons parler de l'ère numérique en santé, des faits marquants, du parcours Open. Du parcours patient, ensuite, on va se projeter dans un grand établissement public et, s'il arrive à se connecter, un entretien avec le directeur des services numériques du centre hospitalier régional CHR de Metz-Thionville. Ensuite, on va passer dans un autre univers et se plonger dans un centre de lutte contre le cancer, appelé aussi CLCC, à l'Institut Paoli-Calmettes, avec un médecin engagé, le docteur Geoffrey, qui va nous témoigner de ce qu'elle a mis en place pour le parcours patient. Ensuite, on va donner la parole à monsieur Sala, qui va nous partager son expérience vécue et nous donner le point de vue d'un patient. Et enfin, on va conclure avec les défis de demain et vous donner un peu notre projection et celle du docteur Auron sur le sujet. Et pour conclure, un temps de questions-réponses, on va se garder un quart d'heure pour essayer de traiter au maximum vos questions et n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. Dans les intervenants, j'ai aussi oublié de vous présenter, il y a en off avec caméra désactivée, nous avons Marie Moinet et Betty Santelli, toutes les deux qui travaillent chez Open et qui sont référentes et expertes dans le parcours patient et qui pourront être là pour répondre aux questions, s'il y a des questions techniques, pendant ce webinaire. Je vais passer la parole au docteur Céline Auron qui va nous présenter les faits marquants dans l'ère numérique en santé. Alors bonjour à tous et ravi d'être là pour ce webinaire sur le parcours patient avec beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Donc un premier temps pour voir quelles sont les tendances, on va dire, autour de la e-santé. On ne va pas pouvoir tout balayer, on va balayer un peu ce qui se passe en lien avec le parcours patient. Quelques exemples d'attente des professionnels, des patients, de réalisation. Et puis un échange aussi sur une façon de voir le parcours patient dans sa digitalisation. Ce qu'on peut noter en particulier depuis l'ère Covid, il y a eu un vrai changement dans la vision numérique en santé. Et en particulier, au-delà des attentes des patients sur lesquelles je reviendrai, il y a eu un engagement des gouvernements sur cette e-santé. À plusieurs niveaux. Au niveau mondial, évidemment. Au niveau européen, on sait qu'il y a une stratégie numérique
européenne avec un espace européen des données de santé où les patients peuvent partager, les professionnels aussi, autour d'un patient, leurs données, avec des réglementations communes sur la protection des données, avec aussi beaucoup d'actions de promotion des technologies de santé et tout un travail sur l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de faire que les solutions sont capables de parler entre elles et de se partager les informations. Tout ça, c'est en lien avec des institutions internationales, que ce soit l'OMS, l'OCDE, le G7. On a des politiques aussi, évidemment, à l'étranger. J'ai fait un focus là autour de nous. Et en France, évidemment, c'est décliné avec la stratégie d'accélération santé numérique qui, elle, vise justement à organiser les choses en France sur la gestion des données de santé, un vrai focus sur l'interopérabilité, le fait d'échanger les informations, la réglementation, des travaux sur l'identifiant national de santé, Mon espace santé, France Connect, Pro Santé Connect. Ce sont des choses que vous connaissez, mais qui visent vraiment à créer l'architecture pour que le parcours patient soit plus efficace. Beaucoup d'actions aussi sur la formation des professionnels de santé, leur sensibilisation, et puis une vraie promotion de l'innovation en numérique en santé, la France ayant la volonté d'être un leader en digital en santé. Si on fait un focus, Hélène, tu veux bien passer la diapo? Tu peux le faire, voilà. Si on fait un focus, pardon, sur la stratégie d'accélération santé numérique, sans rentrer dans le détail, vous retrouverez cette publication un peu partout, mais on voit bien qu'entre 2018 et puis ce qui est à venir en 2027, beaucoup de choses ont été faites. Une vision ministérielle, une délégation du numérique en santé, un défi sur l'intelligence artificielle avec beaucoup d'argent aussi injecté pour pousser des dispositifs médicaux sur le diagnostic médical, le Ségur de la santé qui vise lui, parce qu'il y a une vague 2 en train de sortir, à améliorer vraiment la modernisation du digital en santé dans les établissements et avec tous les professionnels concernés, des plans sur les dispositifs médicaux, des lieux d'excellence, que ce soit Paris Santé Campus, que ce soit des tiers-lieux, et puis une stratégie dont je viens de vous parler sur l'accélération de la santé numérique. Donc beaucoup de choses qui sont faites pour pousser le numérique en santé, parce qu'on considère que c'est la base de l'organisation de santé à venir. J'ai envie de citer Bill Gates, j'aime bien cette citation, je veux bien la reprendre. Les progrès de la technologie visent à l'intégrer de telle sorte qu'on ne la remarque même pas tant elle fait partie de la vie quotidienne. Et je crois qu'en tant que professionnel de santé, c'est ça qu'on attend aussi, avoir de la technologie pour nous aider et pour aider les patients, mais que ça ne se voit pas, que ce soit facile. Beaucoup d'attentes aussi de la part des patients et là encore, je fais référence au Covid pour dire que finalement, pendant cette période-là, on a vu une explosion de la télémédecine et ça reste ancré, même si ça a un peu baissé. Avec 9 millions de téléconsultations en 2021 en France, c'est énorme, on partait de presque rien. Beaucoup d'outils de suivi qui se sont développés, des outils, des dispositifs portables, des montres connectées, des choses comme ça, des objets connectés pour être monitorés à distance. Et puis un boom aussi dans les applications de santé. Vous voyez 6 milliards de téléchargements dans le monde par an. Une explosion du nombre de startups. En 2020, il y avait 21 milliards de dollars qui ont été investis dans les startups. Donc on voit bien que le contexte global change. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte que nous, chez Open, on a choisi de se regrouper, de devenir plus fort pour pouvoir répondre aux attentes justement des professionnels et des patients. Beaucoup de solutions permettent justement de fluidifier l'organisation et en lien avec les patients et les familles. On peut parler de la prise de rendez-vous en ligne, on peut parler des portails patients qui permettent d'échanger entre les établissements et les patients, des chatbots, beaucoup de choses sur les bots et beaucoup de choses à venir moi, dans ce que je vois arriver pour justement faciliter l'échange entre tous. Les notifications qui sont poussées et spécifiquement vers les patients, les familles, la télésurveillance dont vous savez qu'elle explose aussi et qu'il y a des solutions maintenant qui sont remboursées et que ça va continuer, ça va augmenter, les téléconsultations dont j'ai parlé. Et puis une autre chose aussi qui est l'attente des patients sur leur autonomie. Beaucoup plus d'empowerment, de volonté des patients d'avoir accès à leurs données de santé. Quand on parle de mon espace santé, l'un des aspects quand même très forts, c'est de dire qu'on a redonné avec ça aux patients leurs données de santé, leur capacité de superviser leur parcours et de choisir de le partager avec leurs professionnels. C'est un changement de paradigme énorme et qui marque un vrai pas dans la continuité, dans ce qui va se passer ensuite sur l'organisation de la santé en lien avec les patients. J'ai mis quelques photos
pas ciblé, mais pour dire qu'en fait, aujourd'hui, on trouve en grand public des choses à acheter, que les patients achètent pour se faire leur électrocardiogramme, pour monitorer leur maladie, échanger avec les professionnels, pour suivre de façon connectée leur prise de traitement. Donc vraiment, l'attente des patients et leur implication dans le digital est extrêmement forte. Un concept que je trouve essentiel, c'est de dire que expérience patient, on parle beaucoup aujourd'hui d'expérience patient, vous savez que c'est la somme des interactions des patients avec le système de santé, donc c'est extrêmement large, des patients et des familles. Un point de vue que je partage avec vous, c'est de dire que ça ne peut pas se faire sans le digital aujourd'hui. Améliorer l'expérience patient aujourd'hui, c'est utiliser du digital, utiliser les outils digitaux, les améliorer, les promouvoir. Et finalement, on peut le schématiser comme ça, en disant que pour améliorer l'expérience patient, il y a un trio qui est les relations humaines qui sont essentielles et le digital vient appuyer ces relations humaines, les améliorer, mais pas les remplacer. Du digital, donc on en a parlé, pour plus d'efficience de l'ensemble des organisations de santé et tout ça au service de l'expérience patient. Alors, quelques éléments du futur ou pas que je partage, que j'ai vu à l'étranger et que je vous partage, que je trouve extrêmement intéressant, c'est de dire qu'on peut aussi, avec ces outils, faciliter le travail des soignants. On aura des exemples tout à l'heure, donc je ne déflore pas les sujets qui vont être abordés par les prochains orateurs. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que par exemple, avec les écrans connectés, on est en capacité de monitorer le patient à distance, qu'il soit en hospitalisation à domicile, qu'il soit même dans sa chambre d'hôpital. Et ça, c'est aussi répondre aux attentes des patients pour plus de rapidité dans l'interaction, pour plus d'interaction justement, et pour faciliter en parallèle le travail des soignants. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'on parle de symétrie des attentions avec expérience patient, expérience soignant en parallèle, et qu'on est toujours amené à travailler les deux en même temps. Alors finalement, la volonté qu'on a, nous, chez Open, c'est de placer le patient et le professionnel au centre de la réflexion pour aborder leurs perspectives et proposer des solutions au service de cette expérience patient et cette expérience soignant. Et je veux vous partager, c'est ma dernière diapositive avant les prochaines interventions, cette vision du parcours patient que j'ai et que je retrouve là et que nous déployons justement chez Open, c'est de dire finalement avec les solutions digitales et l'humain, on peut accompagner le parcours patient de la maison à la maison. C'est-à-dire quand le patient est à la maison, l'aider à préparer son hospitalisation, interagir avec les établissements pour anticiper, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, dans le but que l'admission soit plus fluide, plus facile, plus pertinente. On peut aussi, avec les solutions digitales, travailler l'accueil, avec des bornes, avec différents éléments, mais aussi avec de l'humain pour que l'accueil, l'admission, cette phase un peu cruciale dans les établissements, soit facilitée, soit plus fluide, avec du ticketing ou même justement sans ticketing parce qu'on a bien anticipé et que quand on a bien anticipé, ben, on peut rentrer directement à l'hôpital sans même attendre. Moi, je trouve ça assez magique, je dois dire. La chambre connectée est un des éléments majeurs. Je vous l'ai présenté là tout à l'heure dans la diapo précédente. Avec la chambre connectée, on est en capacité d'interagir avec le patient et de lui permettre d'être acteur de sa maladie pendant qu'il est à l'hôpital, d'accéder à du contenu, d'accéder à de la prévention. Et ça, c'est un outil aussi au service des établissements de santé, justement pour pouvoir pousser du contenu personnalisé vers le patient, pour pouvoir donner de l'information sur l'établissement, pour pouvoir permettre d'accéder, je ne sais pas, à des listes de programmes de recherche, à des actions de prévention dans l'établissement, pour pouvoir aussi, c'est une phase importante, préparer la sortie. Et le digital, là encore, va permettre de préparer la sortie pour un retour à domicile, où là, l'enjeu avec le digital et l'accompagnement humain, c'est de garder le lien avec le patient, d'autant plus qu'on va maintenant vers des hospitalisations de plus en plus courtes, avec des questionnaires de télésuivi, de télésurveillance, avec des systèmes d'alertage, avec du contenu aussi qu'on peut retrouver à la maison, personnalisé, ciblé sur le parcours. Et finalement, on voit bien qu'avec l'ensemble des solutions-là et l'accompagnement humain, on arrive à accompagner le patient de la maison à la maison sur son parcours en entier, notamment quand il est à l'hôpital, mais ça s'adapte aussi quand il est en EHPAD hors les murs ou en hospitalisation à domicile. Et cette vision-là, elle a, de mon point de vue, et c'est ma conclusion, deux intérêts: améliorer l'expérience patient, on est tous là pour ça, au service de nos patients, et améliorer l'efficience des organisations, c'est-à-dire être plus fluide, plus efficace dans la prise en charge des patients. Merci beaucoup, docteur Auron. Merci. Je vois que monsieur Carmusic a pu nous rejoindre, donc j'ai le plaisir de vous présenter monsieur Laurent Carmusic, directeur des services numériques du centre hospitalier régional Metz-Thionville. Du coup, on va en profiter pour passer dans un cas concret. Est-ce que monsieur Carmusic, vous pourriez nous décrire votre contexte, ce que vous avez mis en place, pourquoi et les prochaines étapes envisagées, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Bonjour à tous. En fait, le CHR de Metz-Thionville est un établissement de santé au cœur du GHT Lorraine Nord. La spécificité de notre GHT, c'est qu'on est transfrontalier avec le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne, ce qui fait des flux patients étrangers et qui rentre aussi dans nos différentes files actives. Grosso modo, le CHR Metz-Thionville accueille à peu près 200 000 entrées par an et pour à peu près 500 000 journées sur nos établissements. On a bien 2024 lits et places pour environ 7 000 professionnels. Et sur les entrées, ben, c'est ce que je vous disais, en hospitalisation complète, en hôpital de jour, mais en tout cas, le total, c'est bien 200 000 entrées et un peu moins de 500 000 journées. Donc tout ça, ça représente beaucoup de files actives, beaucoup de patients. Et pour mettre tout ça en musique, il est évident, comme ça a été présenté précédemment, que l'outil numérique doit apporter de la facilité d'usage et être au service aussi bien des équipes soignantes que des équipes administratives, que du malade, et aussi en lien avec la ville et l'hôpital pour que tout ça, ça soit le plus fluide possible et amener le plus de chance à chacun. Voilà. Ce qu'on pouvait dire par rapport à ça, c'est que ici au CHR Metz-Thionville, on a décidé de prendre la solution open avec le portail Ville-Hôpital et le portail patient Engage, qui nous permet de délivrer un certain nombre de services qu'on n'avait pas forcément avant. On a bien un SIH assez complexe avec un haut niveau d'exigence aussi bien en termes de sécurité que d'usage. On est passé il n'y a pas longtemps hébergeur de données de santé. On travaille sur des entrepôts de données de santé qui nous permettent aussi de recouper des axes forts avec ce portail ville-hôpital, notamment en termes de responsabilité populationnelle et aller chercher des cohortes de patients qu'on pourra réinscrire dans des démarches médicales à travers notre portail patient et en lien avec la ville et l'hôpital, bien sûr. Ce qu'on pouvait proposer et montrer comme schéma, c'est celui qui vous est présenté là actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a démarré la solution il y a un an à peu près, 1 an et 3 mois pour être précis. Elle est rentrée en production au mois d'avril dernier. Et depuis un an, on travaille à développer les parcours et un certain nombre de services. Donc là, on a mis un exemple de parcours qui est en place chez nous, à l'exception de la fin qu'on est en train de réaliser. Si vous voulez, on part d'un patient qui consulterait son médecin traitant, lequel détecterait de suite échange avec ce patient la nécessité de prendre un rendez-vous d'imagerie. Donc ça, à partir de ce moment-là, ça rentre pleinement dans la solution qui est proposée, puisque ce rendez-vous d'imagerie est connecté avec nos différents services d'imagerie du CHR et bientôt du GHT. Et donc le rendez-vous peut se prendre à travers l'application à partir du moment où le patient est inscrit dedans. Donc à partir de là, il voit la visualisation de l'agenda, il peut s'inscrire. Et une fois qu'il vient à l'hôpital et qu'il a eu ce rendez-vous-là, dans la foulée, en instantané, une fois que le compte-rendu est réalisé en imagerie, ça arrive directement sur l'application Engage et aussi dans mon espace santé, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, il y a un Y qui se crée où on l'a aussi bien sur notre application que sur l'application nationale en direct. Après, suite à cette imagerie, il va peut-être être convenu dans l'hôpital que le patient a besoin d'être opéré. Donc la prise de rendez-vous avec le chirurgien, elle se fait toujours à travers l'application de manière très facile. Là, on peut engager une préadmission, c'est en cours de finalisation chez nous, où le patient, plutôt que de venir à l'hôpital et pour préparer son admission, ou au moment d'arriver pour d'avoir le rendez-vous avec le chirurgien, limiter le stress, limiter ses démarches administratives, elle peut être faite depuis le domicile et après avec des échanges numériques à travers le portail. Avec les admissions en back-office, son entrée administrative peut être validée et surtout tout ce qui relève de l'identité-vigilance peut être confirmé pour être sûr qu'on est le bon patient au bon endroit, au bon moment et surtout pouvoir transmettre les infos et que tout ça, ça soit conforme d'un point de vue médical. Donc derrière ce rendez-vous avec le chirurgien, peut-être que le chirurgien va faire une prescription de biologie.
qui elle-même va toujours arriver également le résultat dans nous on appelle cette application-là Ma Santé Sillon, pardon, chez nous, c'est le portail Engage. Et du coup, au vu de ces résultats de biologie, on peut préparer le rendez-vous pour une opération qui serait nécessaire et décidée par le chirurgien, où là, on a nécessité de programmer un rendez-vous d'anesthésie qui se fait en direct. Et toujours à travers l'application Engage, on peut proposer aussi aux patients de le faire également en téléconsultation. Donc, il n'a pas besoin de passer par une solution tierce ou autre. C'est directement intégré au logiciel qui lui-même est connecté à notre SIH. Et les rendez-vous qui sont pris chez nous, c'est DX Planning de DXCare, déversent directement dans le portail Ma Santé Sillon. Donc, pour préparer sa venue aussi en anesthésie et pour qu'il y ait une meilleure prise en charge médicale quand il vient en consultation, que ce soit en consultation physique ou en téléconsultation avec l'anesthésiste, on lui demande de remplir un questionnaire, une démarche médicale qui a été élaborée avec les médecins et qui est conforme à ce qui se fait ailleurs, pour que le patient puisse remplir tranquillement cette démarche et elle incrémente directement notre logiciel pour que l'anesthésiste, qu'il ait le patient en téléconsultation ou en présentiel, ait déjà les champs pré-remplis dans le logiciel DXCare chez nous. Donc ça veut dire qu'il y a un gain de temps au service de tous, du temps médical, puisque l'anesthésiste va pouvoir mieux questionner le patient, remodifier éventuellement les réponses qu'il a apportées à travers le portail, et derrière valider le compte-rendu qui lui-même, une fois validé, partira dans la solution de portail de territoire et dans la solution nationale qui est Mon Espace Santé. Donc la différence qu'on a ici, elle est importante, c'est que par rapport à Mon Espace Santé, nous, le portail Ma Santé Sillon permet d'avoir un lien direct en structuré ou non avec nos logiciels, ce qui fait que tout ce qui est renseigné d'un côté et de l'autre déverse dans notre SIH. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement de Mon Espace Santé, mais en tout cas, c'est ça qui fait gagner du temps à tous. Derrière, au moment de la chirurgie, pareil, on a les éléments. Une fois que la lettre de chirurgie est faite, elle est envoyée directement. Et une fois que le patient sort, on peut faire un suivi post-chirurgie avec un système de questionnaire de démarche médicale, avec un système d'alerte qui sera suivi par le secrétariat médical et le médecin si nécessaire, pour pouvoir vérifier que tout se passe pour le mieux pour le patient et selon les grades dans lesquels il se trouve et sur ce qu'il aura répondu, nécessite un retour à l'hôpital en cas extrême ou des conseils ou des améliorations qui lui permettront de ne pas de se déplacer depuis son domicile. Donc là, on voit tout l'intérêt de cette démarche-là qui apporte vraiment une aide forte aussi bien du côté de nos patients, ce qui est le cœur du sujet, mais aussi de nos équipes soignantes et médicales et administratives. Voilà, donc slide suivant. Donc sur ce projet-là, on a été assez ambitieux puisque avec le concours d'Open, on a mis en place ce portail, on va dire, en un temps un petit peu record, puisque on a élaboré le socle commun que vous voyez juste en dessous, où on a intégré le paiement en ligne, où on a intégré nos prises de rendez-vous Doctolib qui matchent avec le DX Planning, mais on a aussi un système qui a été débrayé pour qu'on utilise aussi les rendez-vous directement à travers l'application elle-même. La préadmission, on est quasiment au bout. Les téléconsultations, bon, on les utilise très largement et ça fonctionne très bien. La ligne de vie portail patient, ben, celle-là, elle fonctionne aussi très bien. Côté imagerie, en plus pour le moment vis-à-vis de Mon Espace Santé, c'est qu'on a les comptes rendus, mais on a aussi les images. C'est-à-dire que, ben, par exemple, les clichés de grossesse ou autres qu'on veut présenter sur le smartphone, on les a déjà à travers cela. C'est-à-dire que quand on a un compte rendu obstétrical ou autre, derrière, on a les clichés ou une fracture ou tout ce qui relève de l'imagerie. On travaille également sur le portail famille pour qu'à travers comment dire, une seule connexion, on a accès à l'ensemble de la famille sous réserve que les droits soient bien donnés et que tout soit bon. On a des moteurs et ce qui fait la force de la solution, ce sont aussi le moteur de questionnaire, puisque c'est quelque chose que, une fois qu'on se l'est approprié, on arrive à faire assez facilement des questionnaires, que ce soit aussi bien
médicaux qu'administratifs, et on est assez autonome sur la solution sans passer forcément par le prestataire pour offrir de nouveaux services à l'ensemble de nos usagers. Et après, il y a différentes briques. Donc, ce qu'il faut savoir sur les parcours qui ont été développés l'année dernière, il y a les questionnaires d'anesthésie, il y a la partie question codocologie qu'on est en train de terminer. Donc là, on avait aussi du retard, mais c'est en cours. Bon, le projet est particulièrement ambitieux, comme je disais. On a des parcours d'éducation thérapeutique, on a des projets de parcours d'ostéoporose qui n'ont pas pu être terminés en 2023, mais qui seront attaqués et terminés là sur cette année. On a des parcours d'accouchement, bien évidemment, et aussi en lien avec les pharmacies et les EHPAD. Donc voilà, donc, c'était pour vous présenter l'ensemble en un temps restreint, mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément de possibilités sur cette partie-là. Et on arrive à développer à façon, et on a une société qui est assez réactive sur ce qu'on demande. Et quand il y a besoin de développement sur des choses qui ne sont pas forcément dans le logiciel, on arrive à les avoir sous des délais raisonnables. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Carmusic. Et dans les quelques secondes qui nous restent, quelques chiffres clés, peut-être que vous pouvez nous partager sur le portail patient du CHR Hermès-Thionville. Voilà, ben, en démarrant en avril dernier, donc on est un peu moins d'un an, il y a 9000 patients qui se sont connectés, alors qu'on est encore en train de développer les usages, vous en doutez. Donc ça, c'est des chiffres qui sont très corrects et qui augmentent régulièrement, puisque le mois d'avant, on a eu 1000 patients connectés en un mois, ce qui est très bien. Bien sûr, une fois que le patient est connecté, il a pu à le refaire, hein, c'est une démarche unique. Et derrière, on a, pour cette file de patients, on a 41 000 comptes rendus publiés, et pour des inclusions de patients à hauteur de 34 000. Merci Voilà. beaucoup. Merci pour ce partage d'expérience. J'en profite pour vous rappeler à tous nos auditeurs que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet qui s'appelle Conversation et qu'on essaiera au maximum d'y répondre en fin de présentation. Maintenant, on va changer d'univers pour passer sur un établissement spécialisé dans l'univers des centres de lutte contre le cancer. Il y en a 18 en France. Et on va plonger au cœur de l'IPC, l'Institut Paoli-Calmettes, et écouter le docteur Camille Geoffrey, qui est chirurgien engagé. Merci de nous rejoindre entre deux opérations. Est-ce que, docteur Geoffrey, vous pouvez nous raconter votre vision du parcours patient et nous expliquer un peu votre contexte? Oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc Camille Geoffrey, effectivement, moi je suis, d'une part chirurgien à Paoli-Calmettes et d'autre part en charge des parcours numériques et du développement de l'application, IPC Connect, qui est donc cette application, Engage que nous avons rebaptisée IPC Connect. Donc voilà en quelques chiffres une petite présentation de l'IPC. Donc on fait uniquement de la cancérologie. On prend en charge environ 45 000 patients en termes de file active par an, pour 113 000 consultations, et on représente environ 2 000 membres, du personnel dans l'hôpital. C'est moi qui passe les dias ou c'est vous? C'est moi. C'est vous? Alors allez. J'avance. Donc IPC Connect, comme je vous disais, c'est ainsi qu'on a choisi d'appeler, cette solution Engage, et pour nous, ça représente, 2 choses un peu différentes. D'une part, le portail patient, et d'autre part, des parcours de soins numériques. Et évidemment, il y a toujours, un côté, back office pour les soignants. Le portail patient, non, revenez. Il y a d'autres trucs qui doivent s'afficher Ah normalement. oui, pardon. Ouais. Hop, Le portail ça arrive. patient, c'est voilà, c'est, la possibilité pour les malades d'accéder à l'ensemble de leur dossier médical dans son intégralité via leur application. Donc vous le voyez, c'est évidemment, un accès par un login sécurisé, et ils retrouvent au sein de cette appli différents, onglets, dont, leur parcours, leur compte rendu. Tous les comptes rendus, sont disponibles, ils peuvent les télécharger, ils peuvent les imprimer, ils en sont complètement, propriétaires. Ils retrouvent leur agenda et ils retrouvent certains documents d'information générale, parce que ce portail patient, il est commun à tout le monde. Donc on retrouve des documents d'information pour tous nos patients de l'institut. Alors, il y aura des petites, notifications à chaque rendez-vous. On leur rappelle, ce qu'ils doivent ramener. On leur propose éventuellement un itinéraire pour se rendre à l'IPC, et vous voyez, par exemple, sur, le téléphone horizontal, une vidéo qui présente notre service Sport Cancer, qui donne, les coordonnées, de ce service et les bienfaits qu'on peut en attendre dans le cadre d'une prise en charge d'un cancer. Donc tout ça, c'est le portail.
Et c'est pour tout le monde. Et puis, dia suivante, s'il vous plaît. Et puis, on sait que le parcours d'un malade, il est loin d'être linéaire, notamment en cancérologie. Il est émaillé de différentes phases. Assez typiquement, mais il y a d'autres façons de faire, mais ça peut commencer par une chirurgie qui serait suivie d'une chimio, de rayons, puis le malade rentre en phase de surveillance. Malheureusement, parfois, il va récidiver, être peut-être réopéré, et cetera. Et on essaie d'encadrer tous ces éléments, toutes ces étapes du parcours de soins, de parcours numériques dédiés. Alors, ça va être un parcours chirurgical, un parcours de thérapie orale, un parcours de thérapie systémique, un parcours de curithérapie, et cetera. En bas, vous voyez un peu nos parcours. Les chiffres sont plus bons, mais c'était pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut couvrir. Donc on couvre quasiment tous les gestes chirurgicaux en gynécocénologie, beaucoup en urologie et en digestif. Et c'est à peu près toutes les spécialités qu'on a ici en termes de chirurgie. On a des parcours d'anesthésie, des parcours autour de la radiothérapie, des parcours autour de l'hématologie, et puis des parcours peut-être un petit peu plus restreints autour d'un acte d'imagerie, d'un suivi par les coachs sportifs, etc. La suivante, s'il vous plaît. Donc moi, je vais vous présenter, pour illustrer ça, je vais vous présenter un parcours chir parce que c'est mon truc, et on va parler donc d'une patiente qui aurait peut-être par exemple une hystérectomie prévue. Donc quand elle va arriver la première fois à l'IPC, on va lui proposer d'installer IPC Connect, et dès lors, elle aura ce fameux portail, elle aura accès à tous ces documents. Mais première étape de son parcours, c'est une chirurgie. Donc dès lors qu'une intervention chirurgicale est programmée, elle rentre dans un parcours chirurgical, et cet enrôlement, il est automatique, il est lié à l'acte, on n'a pas à le faire manuellement. Et ce parcours, il part de la consultation d'annonce, du jour en fait où on programme la chir, et il va jusqu'à la consulte post-op, même un peu plus loin parce qu'on continue à proposer des questionnaires de qualité de vie. Donc il a une phase pré et une phase post-op, et les informations vont aller un peu dans les 2 sens. Nous, on va proposer aux malades des informations sur l'intervention, sur la façon de s'y préparer, sur la façon d'en récupérer après, et cetera. Puis on va aussi lui demander de nous fournir de la donnée, et notamment de nous fournir des réponses à des questionnaires. D'une part, des questionnaires de qualité de vie, avant le geste et pour l'année suivante, et surtout en post-op, des questionnaires de surveillance, je vais vous montrer. On peut passer la dia? Donc, par exemple, voilà, sur un patient qui va avoir une hystérectomie, tout de suite après l'intervention, il va recevoir un document, ce petit film à gauche, qui rappelle les principes d'une hystérectomie. Document qu'il pourra retrouver pendant toute sa phase préopératoire. S'il n'a pas le temps de le voir au moment où on lui propose, ou s'il a envie de le partager avec quelqu'un, de le revoir, il peut y retourner. Et puis, de façon plus flash, il va recevoir des notifications pendant tous les 15 jours qui précèdent l'intervention. Donc ça peut être proposition de contacter le service social en cas de besoin avec un lien téléphonique. Ça peut être proposition d'aide à l'arrêt du tabac. Ça peut être des conseils hygiéno-diététiques, notamment l'arrêt du tabac. Ça peut être la préparation de la valise, les règles de gêne qui sont rappelées la veille, etc. Et puis il y a la même chose en post-op. Dès le premier jour post-op, on leur dit quoi manger, quand se lever, on leur rappelle les signes qui doivent les faire consulter en urgence. On leur propose toujours de contacter les coachs sportifs s'ils ont besoin, etc. Ça, il faut bien se dire qu'on n'a pas développé ce parcours pour remplacer l'humain. Évidemment que toutes ces infos, si certains d'entre vous sont soignants, vous disent: «Mais tout ça, les gens, on leur dit». Certes, mais les consultations d'annonce, notamment en cancéro, c'est quand même sacrément dense et très lourd en termes émotionnels, et les malades ont du mal à tout retenir. Et il y a des petites infos, peut-être pas les plus capitales, mais des infos utiles qui vont complètement oublier, notamment tout ce qu'on leur propose par notification. Donc ça double l'info. On leur parle quand même, bien sûr, on fait une consultation d'annonce tout à fait dédiée à la présentation de cette chirurgie, mais on leur rappelle toutes ces infos, on les encadre de façon numérique pour pas les abandonner jusqu'à l'intervention et après l'intervention. Diapo suivante. Le retour, à la maison, en fait, on avait développé ces parcours initialement pour sécuriser, les patients, donc comme, notre collègue de Metz, les patients qui, bénéficient d'un parcours RAC, et pour sécuriser ce retour à domicile qui était du coup assez précoce. Et puis en fait, finalement, on s'est rendu compte que cette surveillance en post-op, cette surveillance digitale, elle est pas forcément, intégrée à un parcours RAC, ça peut être proposé en dehors de ces parcours. Donc maintenant, on la propose à tout le monde. Donc les malades ont, pour les 5 à 10 jours en fonction de l'intervention post-op, un questionnaire qui leur est soumis une fois par jour, où on cherche en fait à dépister une complication, donc douleur, fièvre, hématome, et cetera. Ce questionnaire donne lieu
à une alerte côté patient, pas côté soignant, parce que ça nécessite un 24/24 de back-office pour surveiller les alertes et on se rendait compte que c'était peut-être dangereux de faire ça. Donc, c'est plutôt le malade qu'on alerte et on lui dit: «Attention, vous avez plus mal que la normale» ou «Vomir, depuis 3 jours n'est pas normal» et cetera. On propose une conduite à tenir, par exemple, prenez vos antalgiques et si ça ne passe pas, on rappelle et il y a même un lien, ils ont qu'à cliquer sur le bouton pour appeler, leur service d'urgence le week-end ou leur service d'hospit, aux heures ouvrables. Diapo suivante. Donc en quelques chiffres, on a quasiment 40 000 patients qui sont inclus dans IPC Connect depuis le début, depuis mai 2018. Ça représente, par exemple, pour, l'année, 2022, c'était environ 5 000 nouvelles inclusions. On arrive et on se stabilise autour de 75-78 % de la file active. Et en ça, on rejoint un peu ce qu'on connaît dans la littérature qui est ce fameux chiffre de 20 % de gens, non connectés ou en tout cas qui choisissent de ne pas, s'engager dans ce genre de suivi digital. Assez récemment, il y a une étude qui a été faite sur les patients qui utilisent l'appli et ceux qui ne l'utilisent pas pour essayer de comprendre un peu et les chiffres, assez intéressants qui ressortent sont que, parmi ceux qui utilisent l'appli, il y en a que la moitié qui l'utilisent souvent ou très souvent et c'est probablement les gens en début de prise en charge. Après, ils ont moins de raisons d'y revenir. 97 %, donc la totalité, trouvent que c'est utile. On avait peur que cet accès permanent à toute info non triée, soit source d'anxiété. Alors ça l'est, hein, pour 30 % des gens, mais ces 30 % là, on leur donne un interlocuteur, pour essayer de répondre à leurs questions. Mais en tout cas, pour 70 % d'entre eux, ce n'est pas source d'anxiété et ce qui ressort quand on leur demande, à quoi ça sert pour eux, c'est surtout, ils se sentent acteurs de leur prise en charge et ils estiment que leur prise en charge est meilleure et pour certains, mais c'est pas vraiment très majoritaire, ça les aide à comprendre et à échanger avec soit leurs proches, soit les médecins. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc Oui. en perspective, il nous reste, on a quasiment bouclé la boucle, hein, puisque donc le portail médical existe, je vous l'ai proposé, le suivi connecté à domicile aussi. Alors je ne serai pas bien, capable de vous parler de ça, mais, l'admission à l'hôpital se fait maintenant et depuis longtemps par des bornes interactives, liées à l'application. La période Covid nous a, aidés à lancer de façon, majeure la téléconsultation qui marche très bien via l'appli. On a récemment lancé un portail professionnel de santé dédié notamment aux infirmières à domicile qui, ont un lien vers le dossier du patient et puis on est en train de travailler sur un portail administratif en ligne pour, permettre aux malades de réaliser tout un tas de démarches administratives et sur un module destiné aux aidants. Voilà, je crois que c'était la dernière dia, je sais plus. Merci beaucoup, oui, tout à fait. Ouais, c'était Merci ça. beaucoup, docteur Geoffrey. Merci Merci de pour votre tout ce écoute. partage. Mais du coup, on rebondit, hein, par rapport à ce que vous disiez, tout ce qu'on projette pour les patients, c'est le plus important aussi, hein, c'est les patients qui doivent être au centre de notre réflexion et de tous nos travaux. J'en profite donc pour passer la parole à monsieur Salah qui va nous partager son point de vue en tant que patient expert. Merci beaucoup d'être avec nous et on vous écoute, monsieur Salah. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Hem, donc moi je suis, malade depuis 1992 et en crise, on va dire ça comme ça, depuis, 2002. Donc j'ai à peu près, 30, plus de 30 ans d'expérience du système de santé. J'ai vu toutes les évolutions, qui ont été faites depuis lors et bien entendu, assez récemment, somme toute, l'arrivée du digital, quoi, du numérique dans mon parcours. Heu, pour l'instant, je dirais que mon expérience, repose avant tout sur l'usage de mon espace, mon espace santé, parce que, c'est vraiment la quintessence des travaux qui ont été menés pendant, X années à partir du DMP, mais c'est au-delà de ça, c'est maintenant un flux constant venant de mes consultations hospitalières, de mes consultations, en premier recours, où maintenant les rapports de consultation sont automatiquement, versés dedans, ainsi que bien entendu mes traitements, mes mises à jour et cetera et cetera. Alors c'est encore perfectible, et moi-même, j'ai un peu de mal encore à utiliser l'intégralité de l'outil. Je sais qu'on a à peu près une vingtaine de services, possibles en plus de quoi intégrés à mon espace santé. Hem, il n'empêche
que j'attends beaucoup du développement de cet outil pour aller plus loin, et j'en parlerai en fin de présentation. Euh, mon, le second point important que j'ai vu apparaître, c'est la préadmission maintenant dans mes services hospitaliers. J'en ai 3 principaux à Paris. J'ai Pompidou, Hôtel-Dieu et Lariboisière. Maintenant, à l'Hôtel-Dieu, l'hôpital de l'Homme debout, à l'Hôtel-Dieu, la préadmission se fait complètement sous forme digitale, numérique. C'est simple, facile d'utilisation. Donc voilà, ça c'est la grande nouveauté que j'ai vue apparaître c'était avant le Covid. Et le deuxième point sur lequel je souhaitais intervenir, c'est lors de ma dernière crise, c'est-à-dire en novembre 2022, voilà, donc c'est assez récent. Non, 21, excusez-moi. Suite à cette crise, j'ai été doté d'un programme concernant ma prise en charge de diabète, donc un programme hors les murs de l'hôpital, sur lequel je devais, de manière journalière, reporter mes indices glycémiques, noter mes injections d'insuline, et ça permettait de m'assurer un suivi par une équipe soignante dédiée, donc une infirmière de coordination à l'hôpital qui, à peu près tous les 15 jours, me faisait un point avec moi sur soit l'augmentation, soit la diminution de mes prises d'insuline. Par contre, la partie déceptive de l'outil, c'est que lorsque je suis allé à ma consultation semestrielle avec mon médecin, celui-ci n'avait pas pris la peine de regarder les résultats. Donc, j'ai été un peu déçu. Et le deuxième point, pour ne rien vous cacher, c'est que j'ai 6 pathologies et au bout d'un certain temps, les prises quotidiennes et le suivi quotidien est assez lourd, et le fait de devoir rajouter des informations à un outil tiers, parce qu'il n'y avait pas de liaison par Bluetooth, on va dire ça comme ça, automatique, m'a pris un peu la tête, et j'ai considéré que c'était, au bout d'un an, assez inutile. Donc j'ai laissé tomber l'outil. Bien entendu, j'ai prévenu le service considéré. Il n'empêche qu'au démarrage de l'utilisation de cet outil, ça m'a rassuré à titre personnel, parce que j'avais l'impression que j'avais toujours un suivi hors les murs potentiel, surtout que ma crise de diabète avait été quand même assez violente, donc c'était un point important. Maintenant, quelle est ma vision de l'approche du numérique me concernant, en tout cas concernant les patients de manière globale? Pour moi, ça devrait être un moyen de simplifier un certain nombre de choses. J'ai des bilans biologiques tous les 3 mois. Donc sur 6 pathologies, vous imaginez bien que c'est parfois un peu compliqué. J'ai 4 ou 5 ou 6 pages de résultats biologiques. Pas toujours évident à comprendre. Je souhaiterais que une fois que le bilan biologique est dans le système, on ait la possibilité d'avoir la capacité d'avoir des alertes sur lesquelles on puisse soit en tant que patient réagir, parce que mon expérience patient acquise depuis 20 ans me permet de m'auto-gérer sur un certain nombre de points, soit de proposer par exemple à mon médecin traitant
une consultation beaucoup plus rapide pour qu'on puisse agir plus rapidement sur un point précis. Donc, pour moi, c'est un point essentiel, c'est-à-dire que les bilans biologiques soient prédigérés et qu'on ait une espèce d'alerte, voilà. Et le deuxième point qui, pour moi, est extrêmement important, c'est que je suis toujours entre Paris et la province, c'est qu'on ait la possibilité, lorsque l'on a besoin d'un tiers au-delà du cercle de soins habituel, d'une tierce spécialité, etc., que le système nous propose, en fonction de ses besoins, des noms de médecins, peut-être avec Doctolib, que l'on puisse avoir facilement accès à des consultations, mais en tout cas qu'on ait un centre ressources d'information pour la prise en charge de notre propre coordination. Parce que derrière tout cela, et ce sera mon mot de la fin, c'est que, bien sûr, ça facilite le travail d'un certain nombre d'acteurs, dont le cercle de soins, donc les soignants, mais ça doit aussi et avant tout aider le patient à être autonome. Et ça, c'est un point essentiel, parce qu'on nous demande de plus en plus un suivi hors hospitalier. Ça, en 30 ans, c'est la grande évolution que j'ai pu y voir. Auparavant, j'étais au minimum par an 1 mois à l'hôpital sous forme éparpillée, tandis que maintenant, si je reste 2 jours en hospitalisation de jour dans l'année, c'est le bout du monde. Ça demande donc un travail supplémentaire pour le patient et ces outils digitaux doivent apporter des solutions permettant de limiter la charge mentale. Voilà, j'en ai terminé. Vous pouvez passer à la présentation suivante. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Salah, pour votre témoignage. Je retiens beaucoup de choses dans votre discours, entre autres l'intérêt de la digitalisation, mais attention à toujours prendre soin d'avoir le bon timing et le bon curseur dans ce qui est digitalisé et ce qui doit rester en relation humaine, pour ne pas oublier que le patient doit rester au centre des réflexions sur nos avancées technologiques. Pour conclure, avant la phase de questions, je repasse la parole au docteur Auron qui va nous partager sa vision sur les défis de demain. Alors, juste une conclusion rapide. Moi, j'ai trouvé les débats d'une richesse voilà, extraordinaire. Et vraiment, j'ai trouvé que tout était très relié entre les différentes présentations pour aborder le parcours patient jusqu'à finir évidemment par la parole du patient, où on voit bien que ces attentes, elles sont importantes. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec l'ensemble des solutions et des organisations qu'on a évoquées, il y a plusieurs choses qui sont l'enjeu pour nous demain, pour nous tous, hein, sur le parcours patient. Déjà, ça va être s'adapter aux contraintes. Qu'est-ce que j'entends par contraintes? Démographiques des patients, les patients, notamment le vieillissement de la population. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions pour répondre aux nouveaux besoins des patients, y compris le fait de rester à la maison. Démographique des professionnels de santé aussi, où on sait que, ben voilà, il y a une réduction du nombre de professionnels de santé, que ce soit justement dans les organisations, mais aussi en ville. Et ça veut dire qu'il va falloir adapter nos solutions, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le fait de permettre aux patients d'être suivis à domicile de plus en plus. C'est la même chose sur la visée sociologique. Il y a des attentes différentes maintenant des patients, des professionnels. On veut d'autres choses, on veut que ça aille vite, on veut pouvoir échanger, on veut pouvoir retrouver de l'information. Donc ça, c'est vraiment un changement aussi dans les paradigmes. Des contraintes territoriales, il y a des zones de désertification quand même médicale, donc des endroits où il va falloir aussi trouver des solutions pour les patients qui sont à distance. Et puis de l'organisation du système de santé, à nouveau, on voit bien qu'à l'hôpital, il y a aussi une crise RH, il y a aussi moins de lits qu'avant, et donc il y a besoin d'apporter plus de fluidité, plus de rapidité, et que les solutions, l'enjeu pour demain, c'est de continuer ça, avoir plus ce que j'appelais d'efficience en introduction, en tout cas une solution pour que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit plus efficace. Et de mon point de vue, c'est un des enjeux des solutions et du digital. Ce qui est dans la continuité, c'est de dire que finalement, il y a 2 virages qu'on voit arriver dans la santé et qui va nous falloir adresser, qu'il nous faut d'ores et déjà adresser. Le premier, c'est le virage domiciliaire,
C'est-à-dire qu'on voit que les patients sont de plus en plus à la maison, il y a des EHPAD hors les murs, il y a de l'hospitalisation à domicile. À nouveau, ça a été dit tout à l'heure, les patients rentrent plus tard à l'hôpital et puis ils sortent très vite. Donc ça, il va falloir trouver la façon d'accompagner ça. Le deuxième point, c'est le virage ambulatoire, c'est-à-dire le fait que des séjours qui aujourd'hui, des hospitalisations qui se faisaient pendant 2-3 jours, notamment des interventions, se font sur une journée. Pour que ce soit sur une journée, il faut que ce soit hyper efficace, c'est-à-dire qu'on est bien préparé avant et qu'on est bien suivi après pour garder la même qualité des soins et la même qualité d'expérience patient. Donc ça, c'est un enjeu avec l'ensemble des solutions et tout ce que j'ai présenté en introduction sur le virage numérique, l'organisation de la santé, les services socles, l'interopérabilité vise à apporter des solutions sur ces enjeux-là. Un autre enjeu, évidemment, c'est développer la prévention. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure par le docteur Geoffrey, mais par nous tous, c'est-à-dire qu'en fait, nos solutions doivent intégrer de la prévention pour qu'on puisse anticiper les complications, pour qu'on puisse apporter des solutions et s'adresser aussi à l'ensemble des patients, même ceux qui ne sont pas suivis par nous, tels qu'on les a évoqués dans des parcours ciblés. Et on peut parler là de responsabilité populationnelle, comment on va pouvoir s'adresser à un ensemble de populations pour développer la prévention. Ça fait partie des enjeux, nous, qu'on adresse aujourd'hui avec nos solutions. Et puis enfin, les réflexions, ça c'est encore plus pour l'avenir, mais on voit que ça se fait déjà beaucoup dans l'organisation du système de santé. C'est les données de santé, l'utilisation des données de santé qui permettent d'avoir une vision des parcours patients et de personnaliser les parcours et de les accompagner, et puis de se piloter aussi soi-même. Si on a accès aux données de santé, on est où on en est, on peut se piloter en tant qu'organisation pour à nouveau plus d'efficience. Et puis évidemment, l'intelligence artificielle qui va être force de proposition et qui va permettre à l'avenir d'avoir des parcours beaucoup plus efficaces. Donc finalement, on voit que l'ensemble de ces sujets, ce sont des enjeux. Nous, chez Open, on a choisi de les adresser avec les solutions qu'on vous a présentées au fur et à mesure, c'est-à-dire que ce soit le portail, les écrans connectés et puis la vision qu'on a évoquée aussi avec vous. Et mon mot de la fin, c'est de dire que, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, on ne peut pas faire que de la technologie. La technologie, elle n'est pas là pour remplacer l'humain. La technologie, elle est hyper efficace s'il y a de l'humain avec. Et elle rend l'humain encore plus efficace. Elle lui libère du temps. Elle libère du temps aux soignants sur les tâches administratives. Elle permet on va dire aux soignants d'avoir des informations plus précises en temps réel et donc d'être encore plus efficace et plus au service des patients. Donc finalement, le fait d'associer technologie et humanité, c'est ce qui va nous permettre d'aborder l'avenir par rapport à tous les défis qui se présentent à nous. Voilà, Merci, docteur Auron. Merci pour cette conclusion. Donc, plus de technologie pour plus d'humanité. Encore un grand merci à tous nos invités pour vos témoignages, vos partages très riches. Il nous reste un peu moins de 10 minutes pour passer quelques questions, donc qui ont été résumées. Alors, une première question, on a dans le chat, quelle est la différence entre Exolis et le portail Engage? Est-ce le même? Donc, j'adresse ma question à Betty Santelli qui est en off et qui va se connecter pour nous répondre. Bonjour. Donc effectivement, c'est une bonne question. Exolis, historiquement, c'est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement et dans les parcours digitaux des patients. C'est une société qui a été créée en 2015 avec une solution donc, qui s'appelait le portail patient Engage. Et la société Exolis a rejoint le groupe Open en juillet 2022. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est une société du groupe Open. Merci beaucoup, Madame Santelli. Ensuite, autre question, plutôt adressée à Monsieur Carmusic sur Ma Santé Sillon. Avez-vous démarré la préadmission en ligne sur Ma Santé Sillon? La préadmission en ligne doit démarrer le mois prochain. On a pris un tout petit peu de retard parce qu'on a voulu travailler sur les patients non connus. C'est surtout l'intérêt de la préadmission, c'est de pouvoir documenter facilement pour les patients les éléments de leur entrée administrative. Donc, il y a beaucoup d'interopérabilité. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans la technique là-dessus, mais beaucoup de flux entre les logiciels de gestion administrative du malade ou de dossiers patients informatisés en lien avec Ma Santé Sillon, et ce qui fait que ça a été très complexe d'un point de vue interop. Mais là, on est quasiment au bout pour pouvoir démarrer en avril. Sachant que cette solution-là, on a pris aussi un petit peu de retard volontairement parce que comme on est en configuration GHT, groupement hospitalier de territoire, avec des applications très interconnectées, des applications dites multi-UJ pour celles que j'évoquais précédemment,
Ce qui est fait pour le CHR de Metz-Thionville, demain, on va pouvoir le débrayer très facilement, et je pense aux préadmissions Ma Santé Sillon, le débrayer très facilement, grosso modo, quasi du copier-coller pour les autres hôpitaux environnants de notre groupement hospitalier. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on est en train de préparer pour les préadmissions ou autres, on saura le dupliquer très facilement pour les autres établissements. Et ça, c'est un vrai plus. Merci beaucoup, Monsieur Carmusic. Alors enfin, autre question qui a été répondue par le docteur Geoffrey dans le chat. Comment les seniors appréhendent l'utilisation de l'application? Quel en est leur retour? Donc, j'ai pas pu vous montrer tous les chiffres, mais un des chiffres intéressants, c'est justement la pyramide d'âge d'utilisation de l'appli et en fait, elle est super, exactement, collée à la pyramide d'âge de l'ensemble des malades de l'IPC. Tous les âges sont représentés. Alors, on voit que vers 75 ans, on a encore plus de malades qui n'utilisent pas l'appli qu'avant. Donc oui, probablement qu'à partir de 75 ans, il y en a ils sont moins bien représentés, les seniors. À ce moment-là, c'est souvent les aidants qui décident de prendre l'appli, les enfants qui prennent, ils ont le droit, hein, si le malade l'accepte, qui prennent l'appli de leurs, proches, sur leur téléphone et après moi je trouve qu'avant cet âge-là, enfin pour la plupart, ils s'en sortent super bien. Ils ont l'habitude maintenant quand même. C'est pas compliqué, c'est assez instinctif. Alors, il faudrait voir dans le détail de notre travail là, est-ce que c'est eux peut-être qui l'utilisent moins souvent? Mais je suis même pas certaine. Ils ont le temps, je pense qu'ils y passent du temps au contraire. Voilà, mais peut-être, jusqu'à un certain âge et puis ça dépend un peu de leur, littératie, sur le sujet, quoi. Voilà. En tant que Merci patient beaucoup. et en tant que patient ayant dépassé non pas les 75 ans, mais les 60, quand même on a connu toute la toute l'innovation du numérique, l'internet, quoi. Tout ça est arrivé, voilà, donc on connaît un peu, les usages. Voilà, c'est pour ça que c'est plus facile pour l'instant. Merci beaucoup à tous les 2 et en effet, c'est des chiffres qu'on note sur, nous, sur l'ensemble de nos clients. Il y a un seuil au-delà de 80 ans, ça c'est à peu près identique et après on passe, beaucoup au mode aidant. Ensuite, autre question pour docteur Geoffrey qui a été répondue aussi dans le chat. En quoi consiste, l'accompagnement des 30 des patients qui ont du mal à utiliser l'outil? Alors, en fait, c'est pas 30 des patients qui ont du mal, c'est 70 des patients, signalent que cette appli, que cette utilisation ne génère pas d'angoisse. Donc 30 trouvent qu'avoir un accès permanent et complet à leur dossier est générateur d'angoisse et ces 30 là, la seule chose alors de toute façon, être suivi pour un cancer est générateur d'angoisse, donc par définition, les examens qu'ils vont lire, les comptes rendus qu'ils vont lire peuvent être angoissants, donc je crois que la seule chose qu'on peut faire pour eux, mais il faut absolument s'astreindre à le faire très bien, c'est leur donner des interlocuteurs. C'est qu'ils aient un numéro et que derrière, il y ait quelqu'un au bout du fil. Si, ils voient, sur une IRM, un résultat inattendu, s'ils voient dans un compte rendu quelque chose qu'ils comprennent pas et qui les inquiète, il faut absolument qu'on ait réfléchi en amont à, qui ils vont appeler, qui va leur répondre à cette question et qui va les rassurer. C'est pas évident toujours, donc c'est un peu l'axe permanent d'amélioration, hein, voilà, de donner des interlocuteurs, pour les éventuelles questions, générées par l'utilisation comme ça d'une application patient, quoi. Merci beaucoup et comment vous avez réussi à atteindre 75 de taux d'adhésion sur la file active? Alors, comme j'ai répondu, c'est venu petit à petit. Il y a eu un gros boom au moment du covid parce que, si on n'avait pas l'appli, on ne pouvait pas avoir de téléconsultation donc on a dû passer de 40 à 60 ou enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais vraiment ça a augmenté d'un coup et puis on a quand même beaucoup fait de travail de communication interne à destinée des patients, mais donc dans les salles d'attente, des flyers, des films, à destinée aussi des correspondants, en ville. On a fait de la communication sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait un petit peu un engouement autour de cette appli. Voilà, au début, il fallait qu'on encourage les malades, on leur donnait une feuille, on leur disait: «Allez, regardez, là, vous pouvez avoir une appli», on leur expliquait et tout et puis assez vite, en fait, maintenant, c'est connu, quoi. Enfin, voilà, il a fallu travailler un peu, le covid nous a aidés et là, je pense qu'on a un rythme je suis pas certaine qu'on ait, vraiment possibilité de faire beaucoup mieux. Ah, je pense que là, c'est dans le top, qu'on peut atteindre. On retient aussi, des fois, on vous cite comme référence, hein, d'ailleurs, sur notre parc client, avec beaucoup de communication, de partage et 75 c'est un gros taux. Ouais, après, Hem, le fait de pas couvrir tout le monde, ça oblige toujours à penser à une alternative papier, à une alternative autre, tout ce qu'on met en place via l'appli, ben, faut pas oublier ceux qui l'ont pas, quoi.
Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Geoffrey. On re-switch côté CHR Mestionville et notamment sur la préadmission. Des questions un peu plus précises pour Monsieur Carmugic. Est-ce que les pièces administratives sont intégrées dans le système de préadmission? Oui, oui, Et est-ce qu'un totalement. des sites... Oui, Pardon. je vois que c'est Angers, c'est le CHU d'Angers qui doit poser la question, peut-être mon ami Saber, je ne sais pas. Oui, je confirme, la partie MGDoc du logiciel Mancare embarque bien les pièces administratives que sont carte d'identité, mutuelle et autres. Donc le patient le dépose sur Ma Santé Sillon et elle s'intègre directement dans nos logiciels administratifs. Merci beaucoup. Et est-ce qu'un site a démarré le module consentement? Je vais peut-être plutôt laisser Betty Santellier répondre. Oui, alors effectivement, le module consentement est un module assez récent, mais qui est déjà, bien plébiscité. On a déjà des sites qui sont en production, notamment pour, la demande de signature de la personne de confiance, où le patient et la personne de confiance peuvent, signer le consentement, mais également pour d'autres types de consentement. Donc, oui, c'est déjà en production et utilisé. Merci. Une question un peu plus générale posée dans le chat aussi. Quels sont les services numériques les plus plébiscités par les patients? Donc, je vais passer la parole au docteur Auron pour répondre à cette question. Alors, il y a 2 aspects. Il y a sur l'aspect, portail, des modules qu'on a vus, notamment le module connecté, les modules, préadmission et tous ces modules-là sont très attendus des patients. Le fait de pouvoir préparer à la maison, le fait de pouvoir remplir des questionnaires de suivi et qui génèrent des alertes. Le chat aussi, parce qu'en fait, l'outil permet de chatter avec l'établissement, donc la capacité à échanger facilement avec les établissements. Donc ça, c'est du point de vue portail et le fait de retrouver des informations, c'est-à-dire d'avoir dans son espace médical, d'une part du contenu, ça a été évoqué tout à l'heure, informatif, des brochures, des vidéos, des choses vraiment ciblées sur sa pathologie. C'est l'avantage. Comme on a sur le portail la possibilité de cibler sur une pathologie, on met du contenu personnalisé et d'y retrouver aussi les éléments de synthèse du séjour. On a vu tout à l'heure, c'est injecté en parallèle dans l'application et dans mon espace santé, mais le patient peut tout de suite retrouver ça dans son application. Donc, dès qu'il sort, et on avait vu ça à l'IPC, il parle de l'IPC, il a tout de suite ses résultats. On l'avait évoqué quand on en avait parlé, je l'ai vu un peu partout. Donc ça, c'est très apprécié. Du point de vue chambre connectée, parce que voilà, on a parlé parcours, mais donc il y a évidemment la chambre connectée à l'intérieur. Le fait que les patients puissent accéder à du multimédia, évidemment, à du divertissement sur les écrans, c'est extrêmement attendu. C'est ce qu'attendent les patients quand ils sont à l'hôpital. Mais ils sont très contents aussi d'avoir du contenu éducatif ciblé aussi, de retrouver, par exemple, une brochure éducative sur une pathologie, de retrouver des vidéos, d'avoir accès à des informations sur l'établissement, à des programmes d'activité sur l'établissement. Moi, ce que j'ai vu aussi très apprécié, c'est le fait d'avoir son agenda. C'est-à-dire qu'en fait, on peut retrouver sur son écran l'agenda des rendez-vous qu'on a quand on est hospitalisé. Donc, le patient consulte les prochains rendez-vous et ça fait partie des choses qui sont extrêmement appréciées. En quelques mots, il y en a plein. Et je peux pas tout répondre maintenant. Pas évident. Je vois que le temps défile, il est déjà l'heure de clôturer. Une dernière question avant la clôture, adressée à Monsieur Carmugic également. Est-ce que vous avez réussi à ne plus envoyer les convocations papier grâce à l'application? Pas encore, ça ne saurait tarder. Voilà. Donc travaux en cours. Eh bien écoutez, il est l'heure, de clôturer déjà. Merci à nos invités pour ces échanges inspirants. Merci à tous les connectés pour avoir suivi ce webinaire. J'espère que nous avons pu alimenter vos réflexions et que vous avez passé un bon moment avec nous. Ce webinaire est le premier d'une série que nous lançons. Alors n'hésitez pas à nous donner votre avis en répondant au questionnaire dont le lien va s'afficher dans le chat ou c'est déjà affiché. 1 minute de réponse. Vos retours sont précieux pour nous permettre d'adapter les suivants et pour toute question, il y a une adresse qui s'affiche, n'hésitez pas à l'utiliser, marketing.business@open.care ou bien contact@open.care. Eh bien, encore une fois, merci à tous et à bientôt pour le prochain webinaire. Un grand Merci à merci. Au tous, bonne revoir. journée.